La saison 3 de House of the Dragon a été une aventure mouvementée et nous approchons du dénouement. Mais à quoi s'attendre avec la bataille de Chutebourg? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Tous les chemins mènent à la bourgade de Chutebourg pour le final de la saison. Là, une foule de gens du Conflant et de Loups de l'Hiver tenteront de déloger l'armée d'Ormund Hightower de sa place forte. Une fois la poussière retombée et les dragons entrés dans la mêlée, qui sera encore debout? Si vous avez lu Feu et Sang, vous connaissez les événements dramatiques qui se déroulent à Chutebourg. À travers 2 batailles, cette ville idyllique du Bif devient l'un des fronts les plus importants de la guerre civile, déterminant l'issue du conflit et scellant le sort de nombreux personnages et dragons majeurs. Toutefois, même en connaissant le déroulement du récit original, rien ne garantit que la série ne prendra pas les fans au dépourvu. Elle n'a jamais hésité à s'éloigner de l'œuvre source par le passé, et la bande-annonce elle-même laisse entrevoir plusieurs intrigues inédites et imprévisibles dans la version des faits proposée par la série. Alors que la bataille approche, il est temps de nous préparer mentalement à ce qui nous attend. Nous allons aborder dans un premier temps ce qui se passe dans Feu et Sang, puis nous passerons à ce qui pourrait se passer pour la bataille de Chutebourg dans la série. La première bataille de Chutebourg oppose les Noirs, les forces de la reine Rhaenyra qui occupaient alors Chutebourg, aux Verts, partisans de la reine Alicent Hightower et du roi Aegon. Alors qu'il faisait route vers la capitale à la tête de son armée, Lord Ormund Hightower ordonna à ses troupes de marcher vers Chutebourg, ultime bastion de Rhaenyra sur la route de Port-Réal. En conséquence, les loyalistes de Rhaenyra venus des villes voisines du Bif accoururent pour lui prêter main forte, mais aussi l'armée du Nord, les Loups de l'Hiver. Malgré cela, les Verts surpassaient largement les Noirs en nombre. Par ailleurs, les 2 camps ont engagé leurs dragons dans la bataille. Les Verts ont fait appel à Tessarion, monté par le prince d'Eron. Celui-ci s'est révélé bien plus petit que les 2 dragons des Noirs, Vermithor et Aile d'Argent, montés respectivement par les dragonniers Semences de Dragon, Sir Hugues Marteau et Sir Ulf le Blanc. Une fois que Lord Ormund Hightower meurt sous les coups de Lord Roderick Dustin, il sembla que la première bataille de Chutebourg touchait enfin à sa fin. C'est alors que Hugues et Ulf tournèrent leurs dragons contre la ville, y semant la désolation par le feu. Grâce à Ulf et Hugues, désormais surnommés les 2 traîtres, les Verts remportèrent la bataille, allant même jusqu'à décapiter nombre de soldats de Rhaenyra qui s'étaient rendus. La bataille fut suivie d'un long pillage de la ville. Privés de Lord Ormund, les troupes des Verts se retrouvèrent sans commandement, sans personne pour les contenir et mettre un terme à leurs crimes de guerre. Des femmes furent violées, des hommes massacrés et la population démunie de Chutebourg fut rapidement décimée de manière irréparable. Personne, pas même le prince d'Eron, ne put les arrêter. Au vu du temps que la saison 2 et 3 a consacré à développer le personnage de Hugues, il sera assurément difficile de voir sa trahison portée à l'écran. Reste à savoir si ce sera vraiment le cas, car pour le moment son histoire est différente juste par l'apport de sa femme dans la série qui se retrouve à Chutebourg. La trahison de Ulf est déjà clairement assurée après la fin de l'épisode 7. D'ailleurs, j'y reviens à la fin. Sur le papier, le sac de Chutebourg rappelle l'arc narratif final de Game of Thrones, au cours duquel Daenerys perd le contrôle lors de l'attaque de Port-Réal. Dans sa folie, elle détruit totalement la ville depuis laquelle elle comptait régner. Tout comme l'assaut de Daenerys sur Port-Réal, la première bataille de Chutebourg verra la destruction totale d'une ville depuis le dos d'un dragon. De plus, ces 2 attaques impliquent une trahison. Daenerys, personnage très apprécié du public, s'est retourné contre la ville, tout comme Ulf et Hugues se retournèrent contre Rhaenyra. À l'approche du final de la 3e saison, de nombreux fans peuvent se demander si la première bataille de Chutebourg connaîtra le même sort. Bien que Ulf occupera probablement une place importante dans la bataille, la volte-face de Hugues risque de paraître trop précipitée, où l'équipe de scénaristes a une idée derrière la tête pour ce tournant narratif ambitieux, et j'y reviens à la fin. Une fois Chutebourg conquise, les soldats des Verts entreprirent de la piller. Le jeune prince d'Eron, révulsé par les exactions auxquelles il assistait, ordonna à Sir Robert Hightower, qui avait pris le commandement de la maison Hightower après la mort de Lord Ormund au combat, de faire cesser ses agissements. Toutefois, ses supplications restèrent finalement lettre morte. Bien que la première bataille fût censée permettre aux forces des Verts de progresser vers Port-Réal, celles-ci firent preuve de prudence et demeurèrent quelque temps à Chutebourg. Pendant ce temps, Adam de Karen cherchait à laver son honneur aux yeux de sa reine, qui ne lui faisait plus confiance. Il rassembla une armée dans le Conflant pour reprendre Chutebourg, chevauchant son propre dragon, Fumée des Mers. Adam, Fumée des Mers et sa troupe hétéroclite de gens du Conflant mirent à profit l'effet de surprise en frappant les forces des Verts en pleine nuit. Fumée des Mers incendia les campements des soldats et la bataille elle-même acheva de ravager la ville, déjà durement touchée. Il convient de noter que cette bataille coûta la vie à 3 dragonniers ainsi qu'à leurs dragons. Sir Hugues fut tué dans la confusion alors qu'il tentait de rejoindre son dragon Vermithor.
Daeron périt également au milieu des campements, laissant lui aussi son dragon Tessarion sans dragonnier pour le combat. Pendant ce temps, Adam, sur Fumée des Mers, affronta à la fois Vermithor et Tessarion. Adam et Fumée des Mers livrèrent un combat héroïque et parvinrent à abattre Vermithor, mais ils périrent eux-mêmes peu après. Quant à Tessarion, grièvement blessée, au point de ne plus pouvoir prendre son envol, elle fut achevée par un archer du camp des Verts. Malgré la mort de Adam et de Fumée des Mers, la seconde bataille de Chute-Bourg s'avéra être une victoire décisive pour les Noirs. Alors que moins d'une centaine d'hommes du Conflant, aux ordres de Adam, périrent, ils éliminèrent plus de 1000 soldats des Verts, sans compter 2 dragons du camp adverse, leur dragonnier et un prince. Toutefois, malgré cette victoire, les Noirs ne parvinrent pas à reprendre Chute-Bourg, qui demeura sous le contrôle des Verts. La danse des dragons ne constitue pas seulement un moment marquant de l'histoire de Westeros en raison de son ampleur et de son statut de guerre civile majeure. Elle précipite également la chute de la maison Targaryen. En opposant les membres de la dynastie régnante les uns aux autres, ce conflit entraîne la mort de nombreux dragons Targaryens, privant ainsi la famille de sa principale source de puissance. La seconde bataille de Chute-Bourg voit périr non seulement 3 dragons, mais aussi leurs dragonniers. Comme l'illustre la quête de semences de dragons dans la saison 2, rares sont ceux capables de chevaucher un dragon. Par conséquent, la mort de Adam, de Daeron et de Hugh, s'ajoutant à celle de leur monture, porte un coup dur à la puissance de la maison Targaryen. Comme le montre la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms, la maison Targaryen finira par peiner à maintenir son emprise sur Westeros sans ses dragons. Comme le formule si éloquemment Varys dans Game of Thrones, le pouvoir réside là où les hommes croient qu'il réside. Or, privés de leur dragon emblématique, les hommes ont de plus en plus de mal à croire que les Targaryens sont réellement aussi puissants qu'ils le prétendent. Avec la mort de 3 dragons lors de la seconde bataille de Chute-Bourg, la légitimité des Targaryens se retrouve menacée pour la première fois, ce qui mènera près de 2 siècles plus tard à la rébellion de Robert. Personnellement, je doute que la série fusionne la première et la seconde bataille de Chute-Bourg. L'intervalle séparant ces 2 affrontements constitue un élément narratif important, illustrant toute l'horreur que la guerre peut faire subir aux innocents pris dans la tourmente. Le règne despotique de Hugh et Ulf, fruit d'une alliance inconfortable avec les Verts, représente l'un des moments les plus sombres de la danse des dragons. En faisant l'impasse totale sur cet épisode, la série se priverait d'une matière narrative saisissante. Chaque bataille remplit par ailleurs une fonction bien distincte. La première marque une trahison majeure pour Rhaenyra avec tout le poids psychologique que cela implique, et constitue sans doute la défaite la plus dévastatrice subie par les Noirs sur le champ de bataille durant tout le conflit. La seconde est la dernière grande bataille de la danse impliquant des dragons. Elle donne lieu à une hécatombe brutale parmi les survivants de la première bataille, entraînant la mort de nombreux personnages et dragons importants. Les fusionnés risqueraient de surcharger les spectateurs. Plus d'une demi-douzaine de personnages importants présents dans la série connaissent des moments décisifs pour leur arc narratif lors de l'une ou l'autre des batailles de Chute-Bourg, et cela sans même compter les personnages qui participeront à ces événements dans la série alors qu'ils en étaient complètement absents dans le livre, comme Daemon Targaryen, Corlys Velaryon et Gwen Hightower. Plusieurs dragons vivent également certains des moments les plus marquants de toute l'histoire au cours de ces 2 batailles. Il est fort probable que la série cherche à tirer le meilleur parti de cette riche matière narrative, d'autant plus que le décor de Chute-Bourg est le plus vaste jamais construit pour la série. Toutefois, je n'exclurai pas totalement l'idée d'un final fusionnant de nombreux éléments des 2 batailles. La série a déjà surpris par ses choix par le passé, et ici, tout est vraiment possible. Au-delà de tout ce que l'on peut tirer du livre, il faut également prendre en compte quelques nouveaux arcs narratifs qui, nous le savons, seront au cœur de la bataille épique du final. Ils sont susceptibles d'avoir des répercussions majeures, et comme ils ne sont pas issus de l'œuvre originale, il est bien plus difficile de deviner comment ils vont se dérouler. Lord Corlys Velaryon, la main de la reine Rhaenyra, est retenu prisonnier par les Verts en ville. Dans le livre, il ne participe ni de près ni de loin à la première ou à la seconde bataille de Chute-Bourg. Ormund a promis le château et le titre de Corlys à Ulf en échange d'une trahison envers les Noirs, mais à condition que Corlys ne survive pas à la bataille. Cela signifie que, bien qu'il soit prisonnier, il est une cible de choix dans ce conflit. Il ne fait guère de doute que les Noirs tenteront de le secourir au milieu du chaos. Je m'attends donc à ce qu'une partie du final soit centrée sur le sort de Corlys. Daemon Targaryen est également présent pour la version de la bataille de Chute-Bourg proposée par la série, alors que dans le livre, il traque Vhagar dans le Conflant en compagnie de Horty. Dans le final de la saison 3, il semble que Daemon commandera lui-même l'armée qu'il a levée dans le Conflant. Il se retrouvera donc au cœur de l'action. Cela implique également que son dragon sera de la partie. Enfin, il y a Gwen Hightower,
qui meurt bien plus tôt dans le livre, lors de la chute de Port-Réal. Ici, il sert de faire valoir à Ormond un personnage dépeint comme bien plus sournois et instable que son homologue littéraire. La bande-annonce montre Gwen et Daeron inquiets de ne pas connaître le plan que Ormond a mis au point pour survivre à la bataille. Gwen est l'un des rares chevaliers véritablement honorables de l'histoire et sa présence à la bataille de Chulebourg pourrait influencer la manière dont les Verts résisteront à l'assaut. Au-delà de tout cela, rien ne garantit que d'autres personnages ne feront pas leur apparition, comme Adam ou Aline de Karen, voire Rhaenyra elle-même. La série est misée gros sur ces épisodes spectaculaires et le final de la saison 3 a de quoi être le plus grandiose à ce jour. Et de loin, si toutefois les scénaristes ont bien fait leur travail, ce qui reste un énorme point d'interrogation après la saison 2 et cette saison 3. C'est l'occasion pour la série de mettre en scène une bataille majeure, digne des meilleurs moments de Game of Thrones, avec tout ce que cela implique en termes de carnage, de trahison et de mort choc. Le spectacle pourrait être palpitant, en tout cas on croise tous les doigts possibles. Après que Ormond a expliqué avec compassion à Ulf que Rhaenyra ne le considère que comme un simple instrument à sa disposition, le bâtard évoque la possibilité d'obtenir une seigneurie et un château s'il rallie les Verts. Mais c'est la manière dont il s'y prend qui est révélatrice. Il dit bien « La dernière fois, vous avez dit que vous pouviez m'offrir un château et une seigneurie. » Miel-bois. Cette simple mention de la dernière fois en dit long et la série fait preuve de subtilité à ce sujet. Cela nous indique qu'il ne s'agit pas de la première rencontre entre Ulf et Ormond. Ormond avait donc déjà commencé à tenter de rallier Ulf à sa cause avant même que Daemon ne s'en prenne à lui dans le quartier de Culpucier. Cet acte de brutalité du prince vaurien a, sans le vouloir, éloigné Ulf encore davantage du camp des Noirs pour le pousser dans les bras des Verts. En effet, à ce stade, Ulf envisageait déjà sérieusement l'accord proposé par Ormond concernant le petit château de Miel-bois, siège de la maison des Essaims dans le Bif. Alors, jusqu'où remonte la trahison de Ulf ? Bien que la série ne précise pas exactement quand Ormond a pris contact avec Ulf, nous pouvons restreindre la période en examinant les épisodes précédant cette révélation. Ce n'est qu'à l'épisode 4 que Rhaenyra ordonne à Ulf et Hugh de surveiller Chutebourg. Hugh assure le premier tour de garde et on le voit arriver plus tard dans le même épisode. C'est dans l'épisode 5 que Ulf se voit interdire l'accès à la taverne. Nous savons donc qu'il se retrouve à Port-Réal au moment de ces événements. Nous retrouvons Ulf dans l'épisode 6 alors qu'il est déjà en poste à Chutebourg, en attendant que Hugh vienne le relever. C'est au cours de cette scène que Ulf déplore l'absence d'amélioration de leurs conditions de dragonnier sous le règne de Rhaenyra, avant de repartir pour Port-Réal où il aura une altercation avec Daemon. Ce moment est crucial et prend une toute autre dimension lors d'un second visionnage, car Ormond et Ulf ont nécessairement dû se rencontrer avant cette conversation avec Hugh. C'est la seule explication logique à l'échange entre Ulf et Ormond à la fin de l'épisode 7. Ils s'étaient forcément rencontrés au moins une fois avant l'attaque de Daemon, laquelle survient juste après la discussion entre Hugh et Ulf sur la colline. Cela signifie que Ulf ne discute de leur situation actuelle avec Hugh que parce qu'il pèse la proposition initiale de Ormond, de le nommer seigneur de Miel-bois. On peut donc voir les choses sous deux angles. Soit Ulf faisait déjà preuve de déloyauté en envisageant l'offre de Ormond au lieu d'anéantir purement et simplement le plus redoutable ennemi actuel de Rhaenyra, soit il était loyal puisqu'il n'a pas accepté la proposition de Ormond d'emblée. Quoi qu'il en soit, tout a volé en éclats lorsque Daemon a publiquement malmené Ulf, sous le regard de l'espionne d'Ormond Hightower postée dans la foule. Désormais, c'est tout le camp des Noirs qui va payer le prix de la manière dont le prince vaurien et la reine ont traité Sir Ulf le Blanc. Mais si Ormond a tenté de mettre Ulf dans son camp sans l'information de la maltraitance, il a dû se servir de la phrase de Daemon dans le second épisode qui lui proposait Ville-le-Vieil. Et cela, c'est un déclic, le déclic que Ulf serait prêt à tout pour une seigneurie. Il existe donc la possibilité que Ormond ait fait de même pour Hugh pendant que Ulf est à Port-Réal. Peut-être que Ormond a divisé pour mieux régner. Peut-être même que Ulf a dit à Ormond que la femme de Hugh est à Chutebourg. Et sachant que des soldats ont vu l'altercation entre Hugh et sa femme, il est fort probable que Ormond utilise cet atout qui fera basculer Hugh dans son camp. Ce qui nous amène probablement vers un énorme moment dans le final. Il ne reste que 9 épisodes à la série pour conclure toute cette histoire, et ça va être vraiment compliqué, à moins que la dernière saison ait beaucoup plus d'épisodes, comme 10 ou 12. On verra bien, mais ça va être vraiment compliqué de tout conclure. Donc je m'inquiète vraiment pour la bataille de Chutebourg, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï.